faut-il retenir de l'actualité européenne et internationale ce 28 novembre? Voici en 16 minutes ce dont nous avons choisi de vous parler. Bienvenue dans Euronews Soir. À la une ce soir, des déclarations croisées qui nourrissent la crise autour du détroit de Kerch. Le président ukrainien évoque le scénario d'une guerre totale. Vladimir Poutine l'accuse de jouer l'escalade pour se faire réélire. Visite mouvementée pour Annick Girardin à La Réunion. La ministre française des Outre-mer est allée à la rencontre des Gilets jaunes qui bloquent cette île où plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le scientifique chinois qui aurait fait naître des bébés OGM dit suspendre ses essais, mais il justifie ses recherches. L'affaire rouvre un débat capital sur la course aux modifications génétiques. Et puis, le Sénégal réclame la restitution de toutes les œuvres d'art spoliées par la France durant l'époque coloniale, 5 jours après la remise à Emmanuel Macron d'un rapport sur cette question sensible. Depuis la capture dimanche de 24 marins ukrainiens par la Russie au large de la Crimée, les deux pays échangent accusations et menaces. Une crise dont il sera certainement question au sommet du G20 ce week-end. En attendant, la communauté internationale assiste impuissante à la guerre des mots que se livrent les deux premiers concernés. Pour l'Ukraine, c'est une agression russe. Pour les Russes, c'est une intrusion illégale des Ukrainiens, mais un incident minime. Des mots qui vont dans des sens diamétralement opposés, mais des deux côtés, une même hostilité affichée. Pour la première fois depuis les événements de dimanche dans le détroit de Kerch, Vladimir Poutine assène ses coups contre le président ukrainien Petro Poroshenko. Le président russe laisse clairement entendre que son homologue aurait ses propres motivations politiques. Que s'est-il passé en 2014 quand la Crimée a décidé de se réunir avec la Russie? C'était totalement différent. La guerre civile dans le sud-est de l'Ukraine avec un gouvernement qui utilise des chars d'assaut, l'artillerie lourde et même la puissance aérienne. C'était une guerre alors, mais aucune loi martiale n'a été déclarée. Et maintenant, un incident mineur dans la mer Noire et il l'impose. C'est clairement décidé en prévision des élections de 2019, c'est évident. La guerre des discours et de la communication. La Russie a accru son contrôle sur le détroit de Kerch avec la construction d'un pont de 18 km l'an dernier. Une voie maritime tout aussi stratégique sur le plan commercial pour l'Ukraine afin de circuler depuis la mer d'Azov vers la mer Noire. Interrogé sur NBC, Petro Poroshenko considère cette présence russe comme une occupation, dit-il, contraire à leurs accords. Ils veulent prendre le contrôle de la mer d'Azov tout entière en dépit du droit international et de notre accord bilatéral de 2003. C'est l'objectif réel de la Russie d'occuper cette mer. C'est le début d'une agression de leur part. Ce n'est pas une attaque de nos deux petits navires et de notre remorqueur, c'est une agression dans la mer d'Azov. La loi martiale promulguée ce mercredi par le président ukrainien doit rester active 30 jours alors que l'élection présidentielle se tient seulement fin mars. De leur côté, les Russes maintiennent prisonniers les 24 marins ukrainiens arrêtés dimanche. Entre les deux voisins, le fossé est encore loin de se résorber. À 9000 km de Paris, des gilets jaunes ne désarment pas sur l'île de la Réunion. Le mécontentement est d'autant plus marqué que le coût de la vie est plus élevé qu'en métropole, avec un taux de chômage qui représente plus du double, d'où l'accueil réservé à la ministre envoyée sur place. Le récit de Maxime Bios-Duplan. Une marée jaune fluo pour accueillir la ministre française des Outre-mer sur l'île de la Réunion. Annick Girardin, venue à la rencontre des Gilets jaunes, a trouvé à qui parler. Sur le rond-point de Gillot, à la sortie de l'aéroport de Saint-Denis, un barrage de près de 2000 personnes l'attendait de pied ferme. Font souffrir ceux qui, malheureusement, ici à La Réunion, c'est l'un des territoires le plus inégalitaire entre ceux qui touchent le moins et ceux qui touchent le plus. Ces dernières 48 heures, le face-à-face a été violent entre les manifestants et les forces de l'ordre. Ce mercredi, l'heure était plutôt à l'apaisement et au dialogue. J'ai l'impression que la ministre, elle sort de sa bulle et qu'elle découvre. Ils sont déjà au courant de nos problèmes. C'est-à-dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand une plaie est infectée, quand on ne la soigne pas, c'est la gangrène qui gagne.
Une vingtaine de barrages bloquants restaient en place ce mercredi à La Réunion, avec une circulation toujours très difficile sur toute l'île et des services publics, écoles, universités, collectivités, toujours fermés. Mauvaise journée pour la famille Le Pen. Jean-Marie, l'ancien tribun de l'extrême droite française, a été condamné à une amende et des dommages et intérêts pour des propos méprisants envers les homosexuels. Sa fille, la dirigeante du Rassemblement national, a elle vu son recours devant la justice européenne rejeté. Les explications d'Anne-Lise Fantino. La justice européenne a rejeté ce mercredi un recours de Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national réclamait l'annulation d'un recouvrement de plus de 41 000 €, une somme réclamée par le Parlement européen dans l'affaire des assistants parlementaires et qui porte sur l'emploi de son garde du corps. Le tribunal de l'Union européenne a retoqué la demande de la chef de l'extrême droite française, faute de preuves ou de fondements juridiques. Marine Le Pen est mise en examen dans ce dossier pour détournement de fonds publics. Elle est soupçonnée d'avoir utilisé les fonds du Parlement européen pour rémunérer des emplois fictifs pendant la période où elle était eurodéputée de 2009 à 2017. La Grèce a beau ne plus être sous perfusion et préparer son premier budget sans coupe depuis des années. Les fins de mois y sont toujours aussi difficiles. Des employés du secteur privé sont descendus dans la rue aujourd'hui pour réclamer notamment une hausse du salaire minimum. Arnaud Richard. En Grèce, la plus grande centrale syndicale du secteur privé appelait à la grève ce mercredi. Aux sources de la colère, la baisse des retraites et les réformes du marché du travail imposées par le troisième plan de sauvetage du pays et qui a pris fin en août. Le relèvement du salaire minimum figure aussi en bonne place parmi les revendications. Actuellement à 580 €, il était de 751 € avant la crise. Nous demandons le retour des conventions collectives, du salaire minimum tel qu'il était avant la crise et de meilleures rémunérations. Nous n'arrivons plus à vivre, mais juste à survivre. Avant les élections de 2015, Syriza avait promis une hausse du salaire minimum, mais une fois au pouvoir, Alexis Tsipras n'a jamais été en mesure de l'appliquer. 3 mois après que le pays soit sorti de l'ère des plans de sauvetage, les indicateurs économiques se sont améliorés. Mais les mesures d'austérité qu'ont dû supporter les Grecs pendant la crise demeurent. Le principal syndicat de salariés réclame la fin de ces mesures au gouvernement et menace déjà de nouvelles grèves s'il n'est pas entendu. Lulu et Nana, ce ne sont pas les surnoms de personnages de bande dessinée, mais ceux des premiers enfants génétiquement modifiés. Le chercheur chinois qui les aurait fait naître a provoqué un électrochoc dans la communauté scientifique, mais il assume. Voyez ce sujet de Raphaël Vivant. Face aux critiques et au scepticisme, il est venu défendre son travail. He Jiankui, le scientifique chinois qui affirme avoir fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés, s'est exprimé lors d'une conférence sur la génétique à Hong Kong. Selon lui, ces recherches pourraient profiter à des millions de personnes dans le monde entier. Ces gens ont besoin d'aide. Nous devons montrer de la compassion pour ces millions de familles qui souffrent de maladies héréditaires ou infectieuses. Si nous possédons la technologie, nous pourrons la rendre disponible au plus tôt et ainsi aider plus de personnes. He Jiankui aurait modifié l'ADN de jumelles pour les rendre résistantes au virus du sida. Les modifications génétiques pourraient permettre de lutter contre certaines maladies héréditaires. Pourtant, elles sont extrêmement controversées, comme l'explique Joyce Harper, professeure de sciences reproductives à l'University College de Londres. Le plus inquiétant, c'est ce que l'on appelle les effets hors cible, qui font que d'autres parties du génome sont affectées. Et on ne sait vraiment pas ce que ça peut avoir comme conséquence pour la personne qui va naître. Nous ne sommes pas prêts scientifiquement et nous ne sommes pas prêts éthiquement. Nous devons avoir un débat de société pour savoir si nous voulons utiliser cette méthode assez stupéfiante pour concevoir nos futurs enfants. Selon ce scientifique, ce genre d'expérience pourrait se reproduire en Chine en raison d'une législation floue sur les recherches génétiques.
Les gens veulent à tout prix continuer les recherches, continuer de gagner de l'argent et de faire des découvertes. Donc, en combinant ces différents facteurs, je dirais que ce genre d'événement pourrait arriver de nouveau. Pékin a annoncé l'ouverture d'une enquête pour vérifier les affirmations de He Jiankui, car ces travaux n'ont pour l'heure pas été vérifiés de façon indépendante. Le chercheur a quant à lui annoncé faire une pause dans ses essais. Le président afghan veut croire à un processus de paix. Depuis Genève, où une conférence était consacrée à son pays, Ashraf Ghani a même dit avoir constitué une équipe de négociation et une feuille de route. Après 17 ans de conflit avec les talibans, le pays est d'autant plus exsangue que la sécheresse a durement affecté les récoltes, poussant certains parents à envisager le pire. Des champs sur lesquels plus rien ne pousse, faute de pluie. L'Afghanistan, pays meurtri par un interminable conflit, connaît actuellement la pire sécheresse depuis des décennies. D'après les Nations Unies, au moins 3 millions d'Afghans sont en situation d'urgence alimentaire absolue. Pour faire face, ils sont de plus en plus nombreux à vendre leurs enfants. Au moins 161 mineurs ont été vendus entre juillet et octobre dans les provinces d'Herat et de Badghis. C'est ce que rapporte cette porte-parole de l'UNICEF. Les parents s'endettent et ils espèrent qu'avec l'arrivée prochaine de la pluie, ils pourront rembourser leurs dettes et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Mais malheureusement, la sécheresse s'éternise et ils ne peuvent pas faire face. Alors ce sont les enfants qui deviennent des victimes collatérales de cette situation. Dans les cas recensés, ces enfants qui font l'objet de transactions, en grande majorité des filles, ont entre 1 mois et 16 ans. À la sécheresse s'ajoute la prolongation du conflit entre les autorités et les groupes armés, à commencer par les talibans, ceux qui continuent de déplacer les populations. C'est l'un des moments les plus difficiles de l'histoire de l'Afghanistan et pour le peuple afghan qui souffre de manière inimaginable. Depuis le début de l'année, près de 300 000 Afghans ont quitté leur foyer d'après les Nations Unies. Beaucoup vivent dans des abris de fortune et dépendent de l'aide internationale. Emmanuel Macron n'a pas encore pris sa décision, mais les pressions se font grandissantes. Vendredi, 2 experts ont remis un rapport au président français suggérant de restituer à l'Afrique une partie de son patrimoine artistique. Aujourd'hui, le Sénégal demande la restitution intégrale. Après le Bénin, c'est au tour du Sénégal de réclamer la restitution de ses œuvres d'art spoliées par la France pendant la colonisation. Le ministre sénégalais de la Culture s'est exprimé ce mercredi à Dakar. S'ils ont décidé de restituer définitivement, nous trouverons les moyens d'avoir ces œuvres-là. S'ils ont décidé une autre forme de restitution, dépôt ou prêt, nous sommes également tout à fait disposés à trouver des solutions avec la France. Nous savons que nous aurons des œuvres là-bas, mais je ne connais pas le nombre. Mais si nous en avons 10 000, nous souhaiterons avoir les 10 000. Cette déclaration fait suite à un rapport déposé la semaine dernière par 2 universitaires. Commandé par le président français Emmanuel Macron, le texte prône un changement radical de la loi sur le patrimoine pour permettre le retour des œuvres d'art dans les pays africains. En France, cela pourrait concerner plusieurs dizaines de milliers d'objets. Un rapport critiqué par certains musées français qui s'inquiètent de voir leur collection se vider, mais salué par de nombreux pays en Afrique. Ils espèrent qu'une évolution de la législation française pourrait influencer d'autres anciennes puissances coloniales. Actuellement, près de 90% du patrimoine africain se trouverait hors du continent. En surf, Billy Kemper confirme qu'il est vraiment le maître chez lui à Hawaï. Il vient de remporter le Jaws Challenge. Maxime Bios-Duplan vous dit tout. Billy Kemper est vraiment le roi de Jaws, cette vague monstrueuse de Maui à Hawaï. Il vient de remporter chez lui le Jaws Challenge, l'une des 3 manches du Big Wave Tour. Très ému, Kemper a dédié cette victoire à sa maman, emportée en début d'année par un cancer. Encore une fois, c'est pour ma maman. Si tu me regardes de là-haut, maman, cette victoire est pour toi. Sur 4 éditions de cette compétition emblématique, Billy Kemper en est à sa 3e victoire, mais c'est toujours le Sud-Africain Grant Baker qui est en tête du Big Wave Tour.
C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Pour retrouver toute l'actualité, rendez-vous sur notre site internet. Très belle soirée à tous.